Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Benoît Sorex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député régional bruxellois et chef de groupe CDH au Parlement. On apprend aujourd'hui, concernant le stade national, qu'on connaît le consortium avec lequel on va négocier ce futur stade. Quels sont les éléments auxquels il faut être attentif ? Donc d'abord, c'est une bonne chose qu'on avance dans ce dossier, puisque c'est vrai qu'on se rapproche de l'organisation du championnat d'Europe. Alors, ce que nous avons dit, et nous avons placé un certain nombre de balises dans le cadre de l'accord de gouvernement, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait un franc public qui soit investi dans la construction de ce stade. Et c'est là que j'étais un peu inquiet lorsque j'ai entendu qu'un certain nombre de groupes voulaient faire appel à la garantie régionale. J'espère que ce ne sera pas le cas en l'espèce, parce qu'il faut vraiment s'en tenir au fait que ça doit être un investissement privé et uniquement privé. Et d'autre part, il y a un certain nombre d'éléments auxquels il faudra être particulièrement attentif dans le futur. C'est à la fois quel est l'avenir pour le mémorial Van Damme, puisqu'on sait que c'est quand même une des grandes manifestations à renommée internationale que nous organisons ici à Bruxelles. Il faut pouvoir la maintenir dans notre région. J'aimerais pas qu'elle s'expatrie ailleurs ou dans une autre région du pays. Donc ça, c'est important. Et d'autre part, il y aura dans le futur tous les problèmes à gérer dans des relations avec la région flamande, dont on sait que ce n'est pas toujours simple. Ça va se construire sur le parking C qui est en Flandre. Vous n'avez jamais été très enthousiaste pour ce site. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait être prudent par rapport notamment à ces discussions qu'on va devoir entamer tôt ou tard avec la région flamande. Je pense à la problématique des recettes des spectacles. Où vont-elles aboutir? Chez nous ou ailleurs? Je pense aux conventions en matière de sécurité, puisqu'il faudra assurer évidemment la sécurité. Ça pourrait coincer sur tout ça? Vous savez, tant qu'il n'y a pas un accord sur tout, il y a un accord sur rien. Donc à un moment donné, ça pourrait susciter des problèmes. Je ne puis qu'inviter le gouvernement à se mettre le plus tôt autour de la table pour régler ce problème. Et je trouve qu'un espace comme celui de la communauté urbaine est vraiment l'espace idéal. On devrait, in fine, maintenant commencer à lui donner du contenu. Mais pour régler ce type de problème, il y a aussi toute la problématique de la mobilité autour du stade qu'il faut régler. Donc vous restez vigilant et un peu inquiet? Je reste vigilant, en tout cas, mais je suis content de voir que ce dossier évolue. Alors, inquiet à quel niveau? Mais inquiet à la fois par rapport au financement. Bon, il faut être bien sûr qu'il n'y aura pas d'argent public, pas de garantie, et d'autre part par rapport à l'avenir de manifestations importantes comme le mémorial Van Damme. Alors, tout autre dossier, est-ce qu'il y a du tirage entre le FDF et le CDH dans la majorité gouvernementale régionale? Il n'y a pas de tirage en ce qui me concerne. Nous avons mis sur la table une problématique par rapport aux agents contractuels subventionnés parce que nous sommes évidemment conscients qu'il faut une réforme, qu'il faut une évaluation, même si cette évaluation existait déjà dans le passé, puisque chaque association qui bénéficie d'un ACS est inspectée régulièrement. Elle était suffisante ? Il faut peut-être l'intensifier, mais j'avais moi-même, comme ministre de l'Emploi, déjà initié une réforme en créant ce qu'on appelle les ACS rotatifs au niveau des pouvoirs publics, et la déclaration gouvernementale prévoyait qu'il fallait intensifier, évaluer et intensifier cette réforme. Donc nous y sommes favorables. Ce qui nous a inquiétés, c'est une lettre qui a été envoyée à Actiris, à l'ensemble du monde associatif, et qui, quand même, pose un certain nombre d'interrogations en matière de financement à l'avenir de ces associations. Et ce sont des associations, vous savez, qui s'occupent de l'encadrement de jeunes dans le sport, dans le secteur culturel, dans le monde de l'enseignement, dans le secteur de la petite enfance, donc qui rendent vraiment des services importants à la société ici à Bruxelles. Et donc, problématique du financement, problématique aussi du public cible. Est-ce qu'on va s'orienter vers un niveau de qualification plus bas? C'est bien dans le cadre de la remise à l'emploi des demandeurs d'emploi. Qui est un des objectifs de ces contrats ACS. Qui est un des objectifs de ces contrats ACS. Mais il faut savoir aussi qu'au fil du temps, ces contrats ACS sont devenus un soutien fort au monde associatif. Et ça, je pense qu'il faut le continuer, ou sinon on va mettre à mal le fonctionnement d'un certain nombre d'associations ici à Bruxelles. Mais il y a quand même un accord, il y a un point dans l'accord de gouvernement qui dit qu'il faut revoir le système pour cibler plus clairement les personnes qui ont du mal à se réinsérer sur le marché de l'emploi. C'est vrai.
Et le CDH suit ça. Mais bien évidemment, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait une réforme basée sur 2 axes, à la fois la remise à l'emploi, mais à la fois le soutien fort au monde associatif. Et ce que dit l'accord de gouvernement, c'est qu'on le prévoit pour les nouveaux ACS. Donc attention de ne pas mettre à mal le fonctionnement aujourd'hui de ce tissu associatif qui, je vous l'ai dit, dans le domaine du sport, de la culture, de l'enseignement, remplit un rôle essentiel ici à Bruxelles. Pour l'instant, on est à l'évaluation, il va falloir négocier les modalités de cette réforme. Ça va être tendu alors entre les partenaires ? Je crois qu'il va falloir trouver un équilibre, en tout cas, par rapport à ce que ce système a été au fil des années, à savoir la remise à l'emploi de demandeurs d'emploi bruxellois, excellente chose, mais aussi le soutien à un secteur qui, sans ce soutien des ACS, ne pourrait fonctionner à Bruxelles. Alors, comme ancien ministre de l'Emploi, vous avez été attaqué directement par le député Emmanuel Debock, FDF, qui remet un peu en cause votre gestion en disant qu'il n'y a pas nécessairement d'équité entre les communes concernant la répartition des postes ACS. Votre réponse ? Alors, moi, j'attendais de la part de M. Debock une réponse sur le fond des éléments que nous mettions en avant, problème du financement, sur les critiques ici. Problème du public cible, je ne l'ai pas entendu là-dessus. Par contre, il a fait un certain nombre d'attaques que je qualifierais d'insidieuses et surtout de totalement inexactes, en disant qu'on aurait privilégié un certain nombre de communes où le CDH est au pouvoir. Où le CDH est au pouvoir. C'est totalement inexact. J'ai refait un tableau très clair de la distribution des ACS entre communes et les communes dites CDH sont bien en dessous de la moyenne régionale en termes d'octroi d'ACS par habitant. Et ma propre commune, Woluwe-Saint-Pierre, est malheureusement la dernière du classement. Et quand il dit qu'il s'inquiète de la pertinence de donner des postes ACS à des associations qui sont politisées ou dans le giron de partis politiques, il y en a notamment pour le centre d'études du PS qui ont été donnés, il y en a qui ont été donnés à l'ASBL de financement du SPA. Qu'est-ce que vous répondez ? Que là, l'évaluation, ça a été donné bien avant d'ailleurs que je n'arrive. Ce sont des ACS historiques, parfois encore des anciens TCT, 3e circuit de travail, 1989, et que là, l'évaluation devrait permettre éventuellement de réorienter certains postes, mais ça, on verra. Il y a eu des cas comme ça, il y aurait une captation politique des moyens régionaux ? Je ne sais pas vous répondre, et ça on verra à l'étude poste par poste des ACS. En fonction de ça, le gouvernement prendra ses responsabilités. Mais je ne sais pas vous dire ponctuellement qui... Il pointe un manque de suivi dans l'évaluation, dans l'attribution de ces postes. Il n'y a pas eu de manque de suivi, ça c'est totalement inexact, puisque vous savez comment ça se passe, c'est pas la volonté du ministre qui désigne un poste ACS pour telle ou telle association. Ça passe par le comité de gestion d'Actiris, où sont représentés les partenaires sociaux, ça passe par une enquête sur le terrain faite par les inspecteurs, et puis la décision est signée par le ministre, à la fois ministre de l'Emploi et ministre du Budget. Donc il y a tout un processus d'objectivation, de désignation de ces ACS. Et il faut savoir qu'au cours des dernières années, depuis en tout cas les 10 dernières années, on a concentré l'octroi des ACS essentiellement dans le secteur de la petite enfance, qui est un secteur qui en a ô combien besoin à Bruxelles. Et qu'on veut encore développer. Emploi toujours, est-ce qu'il faut exporter une partie de la main-d'œuvre bruxelloise au fin fond de la Flandre ? Oui, c'est indispensable. Parce qu'on est avec un taux de chômage qui reste stable ici à Bruxelles depuis des années, de l'ordre de 20%, plus de 100 000 demandeurs d'emploi. On a une explosion démographique, 15 000 personnes complémentaires qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. On a créé énormément d'emplois ici à Bruxelles, plus de 60 000 au cours des 10 dernières années. C'est bien, mais c'est insuffisant. Et on sait, par contre, qu'en Flandre, et ça c'est pas moi qui le dis, l'UNISO ou l'ex-ministre de l'Emploi, à cause du papy-boom, on va avoir 200 à 300 000 emplois vacants au cours des prochaines années. Mais les Bruxellois ne sont pas très bilingues, on le sait bien. C'est un des problèmes, justement. Eh bien, on y a réussi. Sous la précédente législature, avec l'accord de mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi, on a conclu un accord avec la Flandre pour tout ce qui est la zone de Zaventem, Machelen, Vilvoorde. Et en quelques années, on a eu un peu moins de 15 000 demandeurs d'emploi complémentaires qui ont été travaillés dans cette zone. Donc on a fait la démonstration que c'était possible. Mais si vous voulez étendre ça à d'autres communes, voire à l'ensemble de la Flandre, est-ce que le personnel bruxellois est suffisamment bilingue pour répondre aux demandes qu'il y aurait ? Mais vous savez, madame, s'il est suffisamment bilingue pour aller travailler à Machelen ou à l'aéroport de Zaventem ou à Vilvoorde, il le sera aussi pour aller travailler à Gand ou à Anvers. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y a aujourd'hui énormément de nafteurs wallons et flamands qui viennent travailler à Bruxelles, un emploi sur 2 dans notre région est occupé par un non-bruxellois, pourquoi les Bruxellois ne pourraient pas aller travailler un peu plus loin
que dans la périphérie. Et donc, moi, je demande au gouvernement d'étendre la sphère de l'accord de coopération sur la mobilité interrégionale et de pouvoir faire en sorte qu'un Bruxellois puisse en effet aller travailler à Gand ou à Anvers. Alors, collecte des poubelles, vous êtes enchanté par la réforme ? J'attends des explications, en tout cas de la part du gouvernement, parce que je ne sais pas très bien quel est l'objectif poursuivi. Est-ce que c'est un objectif financier? Est-ce que c'est un objectif environnemental? On va avoir dans les prochaines semaines un débat au Parlement sur le sujet. Je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet par la suppression de la deuxième tournée des sacs blancs. Ça va poser un certain nombre de problèmes, notamment dans des communes à haute densité de population, des gens qui vivent parfois dans des petits logements, et le fait de devoir garder leurs déchets pendant toute une semaine, ça va quand même poser des soucis. Alors au niveau des avions, les nouvelles routes aériennes seront d'application le 2 avril. Scarbeck disait début de semaine, attention, ce qui a été publié, ça ne respecte pas le jugement qui date du mois de juillet. Il y a notamment 5 nouvelles routes, il y a notamment des vols de nuit, on n'a pas été concerté. Scarbeck a raison. Et il n'y a eu aucune concertation. Et à partir du moment d'ailleurs où on installe des nouvelles routes, puisque les anciennes avaient été supprimées, il fallait que Mme Galland procède à une enquête publique, qu'elle procède à une étude d'incidence, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a même pas concerté les communes, les bourgmestres des communes concernées. Moi, ça fait des semaines que j'attends d'être invité par Mme Galland pour avoir un dialogue sur la manière de gérer ça au mieux au bénéfice des Bruxelloises et des Bruxellois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'au-delà de l'arrêt du mois de juillet 2014, elle ouvre sur Bruxelles de nouvelles routes la nuit. Et ça va être évidemment extrêmement dommageable et perturbant pour les Bruxellois. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous nous concertons avec les bourgmestres des communes voisines, notamment Scarbeck et Vers, Woluwe et Saint-Lambert. J'ai encore une réunion à la fin du mois de mars avec mes collègues et nous prendrons toutes les mesures pour nous opposer à ce nouveau plan. Alors, en vraiment 2 mots, on voit à Molenbeek aujourd'hui que la majorité communale est élargie, majorité composée notamment par le MR, le CDH et Écolo, et c'est le groupe d'intérêts communaux qui rejoint cette majorité. Là-dedans, il y a un ancien de la NVA. Ça ne vous pose pas de problème pour le CDH de gouverner avec un ancien NVA? Mais vous savez, on a d'abord une majorité qui fonctionne bien depuis maintenant plus de 2 ans à Molenbeek, qui était juste. Mais on nous avait prédit les pires problèmes. Et qu'est-ce que je constate? Que depuis 2 ans, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, 2 en l'occurrence, qui décident de rejoindre le projet de la majorité sur Molenbeek. Et donc d'adhérer à ce programme de majorité. Alors que quelqu'un ait été à la NVA, mais qu'il ait quitté la NVA et qu'il adhère aujourd'hui à notre projet, je veux dire, il rejoint alors la majorité dans l'ensemble de son projet. La NVA est devenue fréquentable pour vous? Mais la NVA est devenue fréquentable. Je ne parle pas de ce qui se passe au niveau du gouvernement fédéral. Et quand on voit un certain nombre de mesures qui ont été prises, je ne dirais certainement pas ça. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui, justement, est en rupture avec la NVA et qui décide d'adhérer à notre projet sur Molenbeek. Très bien. Je vous remercie d'être venu dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Hervé Jamard, ministre fédéral du Budget. Bel après-midi, belle soirée.